Mesdames, Messieurs, historique, c'est un exposé qui se veut, premièrement, une correction à la doxa de l'école des hautes études en sciences sociales. Deuxièmement, une clarification. La loi 1905 est une réponse à Gambetta. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Quelques jours avant l'ordre moral du 16 mai de McMahon. Troisièmement, une précision à Monsieur le Président de la République devant des francs-maçons le lundi 5 mai 2025, citant Jaurès. La séparation n'apparut pas comme la victoire d'un groupe sur d'autres groupes. Oubliant la suite, mais comme l'œuvre commune de tous les républicains. Pour dire que la loi ne fut pas une victoire d'une France sur l'autre. Or, cette citation est du 1er juin 1904 et est un appel au parti de gauche, l'Union démocratique, donc pas à tous les Français. La victoire d'un groupe n'a rien à voir avec ce qu'on lui fait dire. La séparation est bien une victoire des républicains sur les cléricaux, de la gauche sur la droite. Quatrièmement, un nettoyage des piédestaux de quelques monuments par le décryptage de 72 séances, 2179 pages du journal officiel de la Chambre et du Sénat. Le plan de l'exposé, c'est le parcours de la loi. 1903 la dirige. 1905 l'éclaire. 1907 la rend injuste et imparfaite. 1903 la dirige. Après l'ordre moral, puis une république débutante, arrive le bloc des gauches. Les républicains n'acceptent plus d'être des victimes expiatoires. Des défenseurs de la liberté absolue de conscience se mobilisent un peu partout, se créent des associations républicaines, complétant les cercles villageois. Ce sont des groupes de libres penseurs, des loges maçonniques, des sections de la Ligue des droits de l'homme. 1902. Draguignan envoie 2 poids lourds de la liberté de conscience siéger à Paris. Alors que Georges Clemenceau devient sénateur du Var, Maurice Allard est réélu député de la circonscription. Dès le 26 janvier 1903, Allard réclame la suppression du budget des cultes. Le journal Libre Penseur, l'Action lance le 8 mai une campagne pour la séparation des églises de l'État. Le 17 mai, grande journée anticléricale, c'est la levée en masse pour la séparation. Plus d'1 millier de réunions en France, dont 47 communes dans le Var. Le 11 juin, l'offensive de quelques députés socialistes dont Allard débouche sur la création d'une commission dite des 33, peut-être 35 bientôt, dont 17 partisans de la séparation et 16 opposants de droite avec comme rapporteur l'obscur brillant Aristide, tout juste élu député socialiste, cornaqué par Jaurès, sous la présidence de l'ardent Buisson Ferdinand, caution morale et intellectuelle. Désigné à une voix de majorité pour réfléchir à la séparation, déjà 8 propositions de loi existent. La commission termine ses travaux en juillet 1904. Elle dépose un terne rapport de 48 pages et une proposition de loi d'inspiration libérale qui servira de fil rouge lors des arbitrages délicats.
Elle s'inscrit dans un processus de républicanisation. « 1905, l'éclair. Le 21 mars 1905, la Chambre des députés ouvre le débat. Deux conceptions s'affrontent vivement. Pour les uns, la loi doit permettre de franchir une nouvelle étape dans la laïcisation de l'État. Pour les autres, elle doit permettre d'en finir avec le dogmatisme des religions. Pour l'illustrer, j'ai choisi délibérément 4 acteurs. Mon bon monsieur Jaurès, le louvoyant brillant, l'intrépide Maurice Allard et l'habile Clémenceau. Les deux parlementaires dracénois, le flamboyant Allard le 10 avril et le madré Clémenceau le 23 novembre, ont pris toute leur place, une énorme place dans cette confrontation historique. Le 10 avril, à la tribune de la Chambre, Festival Allard. C'est un tournant, faisant apparaître le clivage au sein de la gauche. Messieurs, je ne dissimule pas la difficulté de ma tâche. J'ai contre moi toute la droite, le centre-gauche, la commission, le gouvernement et probablement une partie de la gauche qui a déjà, avant tout débat, approuvé et adopté le projet de gouvernement et de la commission sans l'avoir sans doute examiné suffisamment. La liberté de conscience, si complète qu'elle puisse être, n'embarrasse que les tyrans et les fanatiques intraitables. Ils refusent que se constitue au milieu de l'État laïque et contre lui cet État religieux particulier, cette société religieuse qui devient forcément un danger véritable quand elle est animée d'un esprit essentiellement hostile à tout progrès et à toute civilisation. Quelle séparation d'outils? Ce ne peut être que celle qui amènera la discrimination, la diminution de la malfaisance de l'Église et des religions. L'Église, danger politique et danger social, doit être combattu de toutes les façons. Il interpelle ses collègues sur l'argent public donné au culte, article 4. Vous, messieurs les républicains, vous allez remettre ces biens affectés jusqu'à ce jour à un service public. Vous allez les remettre sans contrôle, en pleine propriété et jouissance à des associations privées qui seront autant des associations politiques que des associations religieuses. Le pur entre les purs, comme le qualifie la presse de droite, rugit à la tribune. Je ne vous cache pas que mon contre-projet tente à déchristianiser le pays. Mais il clame haut et fort sa tolérance. Je ne veux empêcher qui que ce soit de pratiquer un culte. Ce n'est pas mon affaire. Mais je veux que l'Église catholique, ainsi que tous les autres cultes, soient placés dans la vie politique courante sur le même pied d'égalité que des associations de libre pensée politique, philosophique. Au projet rapporté par Briand, Allard oppose en vain une contre-proposition repoussée par 494 voix et réponse de Briand. Et s'il fallait donner un nom au projet de Allard, je crois qu'on pourrait justement l'appeler un projet de suppression des églises par l'État. M. Allard proclame, il est vrai, qu'il veut assurer la liberté de conscience. En cela, il est d'accord avec la Commission et le gouvernement.
Mais pour la Commission, la liberté de conscience est inséparable de la faculté, du droit pour les fidèles d'exprimer librement leurs sentiments religieux sous forme de culte. Quant à Jaurès, il effectue des tractations en coulisses, négociant notamment avec le député royaliste Denis Cochet et l'évêque de Rouen-Fusé. Il parie sur une évolution à long terme du catholicisme. Le 22 avril, l'article 4, relatif à la dévolution des biens de l'Église à des associations dites cultuelles, arrive en discussion à la Chambre. Briand, épaulé par Jaurès, 2 séances de Jaurès, 2 demi-journées, contre l'avis du président Buisson, reconnaissent ainsi la hiérarchie catholique pour éloigner les risques de schisme. Cet article est forcément adopté à une majorité forte, 482 pour, puisque nombre d'élus de droite se prononcent favorablement. Après son adoption, Jaurès exulte, la séparation est faite. Mais le 1er juillet, il se reprend. J'ai commis une faute, une très grande faute. Je sais bien que je voulais marquer par là que les catholiques ne pourraient plus s'opposer une résistance sérieuse à une loi qui leur donnait loyalement toutes les garanties de liberté. Je me félicitais d'avance du calme dans lequel la réforme va s'accomplir. Mais quelle imprudence, quelle inconvenance de dire que la réforme était faite. Eh oui. Alors, on vote néanmoins la loi après 48 séances le 3 juillet, en passant témoin à Clémenceau, en espérant qu'il la fera plus républicaine. Et vous regardez attentivement le schéma. En réalité, la loi a été adoptée par 60% des députés. Mais regardez l'article 1, tout le monde pratiquement l'a voté. Par contre, l'article 2, problème. Ça correspond même au vote final. Regardez l'article 4. Alors celui-là, l'article 4, on l'a voté. Au Sénat, le 23 novembre, Clémenceau dénonce un accord socialo-papalais. L'article 4 met la société cultuelle dans les mains de l'évêque, dans les mains du pape. C'est une majorité de socialistes et d'ennemis de la séparation, les membres de la droite qui votent l'article 4. Et nous voyons la conception dogmatique d'une église d'intérêt se rencontrer pour nous imposer un système d'autorité dans une loi de liberté. Guérite de gauche, guérite de droite. Monsieur Jaurès et monsieur le comte de Meung montent la garde à la porte du Vatican pour empêcher la révolution et introduire la liberté. À ce premier monopole, vous en avez ajouté un autre bien plus monstrueux encore, qui à la Chambre des députés n'a suscité qu'une seule protestation, celle de mon ami Allard, c'est le monopole des édifices cultuels. Il combat dans les religions leur volonté de contrôle politique et social. Vous n'êtes pas seulement une religion, vous êtes aussi une politique de domination et d'oppression. Vous revendiquez l'homme tout entier, il vous faut l'homme, il vous faut la femme, il vous faut l'enfant, il vous faut la conscience. Il vous faut le gouvernement, il vous faut la vie, il vous faut la mort. Et encore, vous nous poursuivez au-delà du tombeau. Elle veut l'homme tout entier pour l'autorité.
comme nous la voulons tout entière pour la liberté. Pour que les hommes vivent à la fois libres et ensemble, il faut donc libérer l'État de la tutelle religieuse. La seule condition de la paix, c'est la suprématie du pouvoir civil sur l'Église. Et pour cela, il faut poursuivre l'œuvre de sécularisation jusqu'à la sécularisation du budget. C'est donc sans hésitation qu'il vote la loi de séparation, même s'il la considère comme une timide étape. Nous faisons une loi au petit bonheur. Je la vote parce que je suis pris dans un étau dont il m'est impossible de me dégager, parce que je suis prisonnier de mon parti. Je me contente de ce qui m'est donné. Pour lui, la lutte n'est pas finie. Nous lutterons pour la liberté de conscience intégrale que vos papes ont condamnée et que nous réaliserons malgré vous, parce qu'elle est dans notre droit, dans le droit de tous les citoyens, à quelque croyance qu'ils appartiennent. Le député catholique Guéraud, qui ne fut pas le doucereux abbé du film La Séparation, aura cette phrase terrible. Nous avons des siècles pour prendre nos revanches. L'histoire nous apprend qu'elles viennent toujours. 1907 la rend injuste et imparfaite. 1906, le pape condamne le principe même de la séparation puis interdit la formation des associations cultuelles. Et enfin, les desservants refusent de remplir la déclaration à laquelle la loi les soumet. Devenu ministre de l'Intérieur puis président du Conseil, Clemenceau est chargé de la faire appliquer. Face à la violence et au fanatisme des cléricaux qui refusent les inventaires, il choisit l'apaisement. 1er septembre 1906. Dans l'Humanité, Jaurès, après avoir promu les associations type 1905, décide de, je cite, laisser aux catholiques toute liberté de s'organiser d'après la loi générale de 1901. Clemenceau, le 5 novembre, veut faciliter la transition d'un régime de privilège à celui de liberté par le moyen de concessions équitables avec la suprématie de la loi civile française. Ça sent le dégonflage. De dépit, Maurice Allard écrit dans Le Petit Var, le gouvernement capitulant devant la papauté, je sors battu et meurtri de la lutte, mais j'ai la conscience d'avoir fait mon devoir. 1905. Comment la loi de 1905 va être dénaturée? Quand on pense que Briand est glorifié pratiquement par tous les politiques, éditorialistes ou journalistes, peu connaissent son habileté ondoyante. Le gouvernement de Clemenceau, avec Briand, ministre des cultes, ayant trahi Jaurès, fait voter la loi du 2 janvier 1907, laissant les édifices cultuels à la disposition des fidèles et des desservants, à défaut d'associations culturelles. Le clergé, suivant le pape, refuse ces associations cultuelles, loi 1905, et leur préfère les culturels, subvention, les lois 1901. On est passé d'une loi de compromis à une loi de compromission. Le 29 janvier, un projet de loi supprime l'obligation de déclaration pour les réunions publiques. Allard monte à la tribune, critique la politique incohérente de Briand et demande alors de faire une exception pour les réunions culturelles.
Son amendement est refusé. Clémenceau, Briand, Jaurès s'y opposant. Le lendemain, le 30 janvier, en Mouille, Jaurès interpelle Briand. Vous voulez toujours nous démontrer que vous aviez tout prévu, tout pressenti, tout préparé. Clémenceau s'énerve et ramasse Briand. Je n'aurais rien à rajouter aux excellentes paroles prononcées par l'honorable M. Jaurès. Messieurs, j'ai combattu l'article 4. Je l'ai combattu contre M. Briand. Je l'ai combattu contre M. Jaurès. Je n'en tire point vanité. Seulement, lorsque je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé un projet de loi voté par mon collègue et ami M. Briand et par mon ami M. Jaurès. Et j'ai été chargé de l'appliquer. Et dès l'abord, il a été évident que M. Briand et que M. Jaurès n'avaient pas prévu que le pape n'accepterait pas les associations cultuelles. Seulement moi, j'étais au gouvernement. J'étais ministre de l'Intérieur. Il fallait appliquer la loi qui avait tout prévu, hormis ce qui est arrivé. M. Allard a dit hier que nous débattions dans l'incohérence. À mon avis, il n'y a rien de plus vrai. Nous sommes dans l'incohérence parce que l'on nous y a mis. J'y suis, j'y reste. Briand, vexé, quitte l'hémicycle, résolu à démissionner. Et je reste ramage. Je crois que la politique générale de ce pays et la politique générale du Parti républicain ne peuvent pas être livrées à la merci au hasard des incidents de séance et de mouvements de lassitude ou de nervosité. Clémenceau Sors, le biologue. Jamais je n'avais pu entrer dans mon esprit qu'une parole fût de nature à blesser mon honorable collègue et ami M. Briand. C'est grâce à lui, je tiens à le dire bien haut ici même, que cette grande réforme, la séparation de l'Église et de l'État, a pu s'accomplir. Que cette justice lui soit ou par moi rendue. Que cette loi ait des imperfections, nous le savons tous. Quelle loi n'en a pas? Du haut de cette tribune, je tiens à la remercier. Et en votre nom, messieurs les membres de la majorité, comme au mien, que je vais de ce pas lui dire que sa place est plus que jamais au milieu de nous dans la bataille, et je compte sur lui comme il a le droit de compter sur moi. Clémenceau va rechercher Briand, qui reprend sa place au plan du gouvernement. Vif applaudissement à l'extrême gauche, à gauche et au centre. L'heure est grave, c'est la fin du bloc de gauche. Briand, mais pas trop, continuera jusqu'en 1932 à sévir. Clémenceau le saura à ses départs en 1920. Cette loi de 1905 fut une loi de libération. Noël Blache, maire de Besse, clamera le 30 avril 1907. Cette libération de la conscience humaine a un cri, c'est celui de la liberté. Elle a un drapeau, c'est celui de l'égalité. Elle a un symbole, c'est celui de la fraternité. C'est avec ce cri, c'est sous les plis de ce drapeau, c'est autour de ce symbole que je vous engage à vous unir dans le plein épanouissement de la solidarité humaine. On dit souvent que cette loi apaisée, que c'est une loi apaisée. Et les crèches dans les mairies, le burkini à la piscine et la bougie à l'Élysée. Mieux, avec un énorme oxymore. Cette loi serait une séparation inclusive. D'autres épithètes, chacun a sa vision du monde. Ferdinand Buisson la voulait libérale. Aristide Briand acceptable. Maurice Allard intégral.
Jean Jaurès, conciliatrice, Georges Clemenceau, déplorablement concordataire. Il ne voulait pas celle-ci. Il a appliqué, optimiste. Considérons moins ce qui a été fait que ce qui reste à faire. Et occupons-nous d'organiser en tout lieu la grande et féconde propagande de l'idée. Il nous reste l'article 1 et le très contesté par les nostalgiques de l'ancien régime, encore bien présent, l'article 2. Pas question de jouer en contre, en réagissant aux propos des réactionnaires. Cela revient à penser toujours en retard et à se placer en position de faiblesse. Cette loi est un acquis existentiel de l'idéal républicain pour que nous demeurions ce que nous sommes. Il est bientôt midi.